Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour la suite de la tier list des conseils où on a traité précédemment le rang D et le rang C, donc là on commence à rentrer dans la moyenne haute des conseils, on va poursuivre sans plus attendre. Voilà, alors je vous rappelle quand même, c'est de droite à gauche, hein, le plus à droite c'est les moins importants, à gauche c'est les plus importants. Voilà, on a plutôt bien avancé, donc équilibrer le roleplay, l'exploration et le combat. Alors là, c'est encore un truc que je dois clarifier, puisque j'ai tendance à dire que j'essaie de mettre un point d'équilibre entre l'action, le combat, tout en sachant que le combat et l'action c'est pas la même chose. Hein. L'action, enfin le combat c'est bel et bien de l'action, mais l'action c'est le fait de s'exécuter, d'agir dans des situations on va dire, assez forte qui n'a pas forcément en rapport avec le combat. L'exploration, on peut ajouter aussi la contemplation si possible. Ensuite, le roleplay. Voilà. Et ensuite, je dis la romance. Tu peux mettre aussi romantique, drame et plein d'autres choses. J'ai tendance à dire ça, sauf que là où je l'ai mis en dernier dans les conseils en B, c'est que je ne parle pas d'égale constance. Je parle d'égale importance. L'égale constance voudrait dire qu'on ait construit un quota, en fait, qui serait malheureux, où tu appliques chacun des trucs et que c'est présent. Alors que l'égale importance, c'est savoir jongler sur le caractère organique du jeu de rôle, le moment où en fait tu proposes des éléments et que ces éléments elles ont, comment dire ça, elles ont une certaine approche. Après, je dirais que quand tu fais ça en sachant que tu mets énormément de volume à l'univers, ce qui fait que dans un jeu où tu vas te focaliser spécialement sur le combat, où tu as très, très clairement compris que les gens sont là pour le combat, où tu fais de l'expérience de TTRPG classique, je mets de grosses guillemets là-dessus et bien resserré parce que euh, quand j'entends des tier lists, quand je vois des gens jouer, par défaut, euh, à quelques exceptions près, quand il s'agit d'expliquer qu'est-ce qui est équilibré ou pas, tout a rapport avec des performances de combat. Très peu ont des rapports de performance avec les compétences, par exemple. Et à cause de ça, je me suis rendu compte que, à force de dire je mets un point d'équilibre entre l'action, le combat, l'exploration, le roleplay, la romance, le romantique, le drame et bien d'autres choses, je me suis rappelé en fait que je n'ai jamais dit que c'était d'égale importance ni d'égale constance, donc je le dis. C'est un équilibre qui tient en fait d'une égale importance dans ce qui vous tient à cœur, enfin ce qui me tient à cœur, et pas de l'égale constance, c'est-à-dire il faut un quota de chaque. Dans un sens, ça me fait beaucoup penser au jeu ST Gundam Generation, en tout cas avant que ça devienne mauvais comme récemment. Là, je joue au Cross Race en ce moment, où en fait ils ont juste décidé de reprendre les scénarios des trucs, alors qu'avant, les Gundam Generation, c'est ils prenaient toutes les chronologies de Gundam et ils racontaient une histoire inédite avec. Bon, ça c'est mort et c'est vraiment dommage. Mais ce n'est pas le problème, mais c'est que quand tu veux faire de l'égale constance, ça me fait beaucoup penser à ST Gundam, puisque en gros tu as ce qui a d'impératif l'action, ce qui est très très important au travers de l'histoire. Ensuite, il y a l'exploration qu'on pourrait remplacer par aussi de l'exposition. L'exploration, la contemplation et l'exposition, on peut le mettre dans la même catégorie. Et puis, il y a le moment en fait dramatique, romantique, etc., etc. Après, tu as évidemment tout ce qui est les interactions des personnages, mais au travers de ça aussi, tu as le combat. Essayer de vouloir faire une égale constance, c'est quelque chose qui peut être vite chiant. Même l'approche, par exemple, de Ryutama, où on décide de séquencer les parties de la session, de l'aventure attendue en plusieurs, ne demande pas une égale
constance. Voilà. Je crois que le jeu de rôle devrait être, s'il faut raconter quelque chose de grand, quelque chose d'équilibré. Mais à ce moment-là, vouloir créer un point d'équilibre entre les trois reste encore quelque chose de circonstanciel, étant donné que les gens n'ont pas les mêmes attentes à la table. Il y a des gens, ils veulent raconter une histoire avec du drame et c'est tout. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'exploration. Il y en a, ils veulent du combat uniquement. Il y en a, ils veulent. Alors, des gens qui veulent uniquement de la contemplation, j'ai jamais vu ça. J'ai surtout vu des personnes qui veulent se servir entre guillemets de la poésie du monde pour ensuite essayer de faire des propositions autour de ce qui va fédérer les personnages, donc avec une idée de roleplay dedans. Et c'est une expérience qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas majoritaire, qui peut se comprendre, mais la notion d'équilibre pose déjà problème puisque c'est toujours une question d'attente de ce qui est à la table. Tous les TTRPG, c'est le type de jeu de rôle le plus répandu, mais c'est pas tous les jeux de rôle qui réagissent à ça. Ensuite, le prochain, après improviser, là encore, on est dans de la moyenne haute, mais pour apprendre à improviser, les éléments, les fondements qui t'apprend à improviser, qui te permettraient d'apprendre à mieux improviser, sont très très limités selon moi. Tu ne peux pas partir du principe que tu seras capable d'improviser en toutes circonstances. Apprendre à improviser, c'est clair, mais trouver des exercices d'improvisation sont compliqués. Alors, à condition que tu joues exactement la même structure de jeu pendant X temps, tu peux trouver un moyen de pouvoir anticiper et de jouer au même jeu pendant des années ou jouer le même jeu toute ta vie, il n'y a pas de souci. Mais l'improvisation, c'est pas quelque chose qui puisse être développé aussi facilement que ça. Je dirais même, apprenez à vous méfier avec des gens qui vous donnent des formules concernant l'improvisation, en vous disant que oui, vous devriez apprendre à travailler l'improvisation. Je dirais que ça peut facilement être un mauvais conseil si en fait l'apprentissage ne se base que sur une expérience très restreinte. L'improvisation, jeu de rôle, je pense que c'est quelque chose de très très global, de très très étendu, qui fait appel à une certaine flexibilité. Moi, ça me fait beaucoup penser à la période où je commençais à jouer à Mutant and Masterminds et que j'ai commencé à avoir énormément de jeux en tête. Et en fait, à un moment, je me disais, il faut que je m'entraîne à préparer. Et puis, à un moment, le soir, un moment où je commençais à fatiguer, j'étais pas loin d'aller me coucher, je me mettais debout, j'avais déjà éteint le PC, et puis en fait, mon cerveau balançait des situations. Et il me disait, raconte ça, comment tu aurais interprété ça, du point de vue de PNJ, comment tu interprétais ça, du point de vue d'un joueur. Et ces exercices-là traitent plus de la délivrée, de l'expression, plus que des mécaniques. Et ensuite, il y avait des questions qui étaient liées aux mécaniques, mais les mécaniques de jeu bien précises. C'est, imagine, cette mécanique-là, quel est le problème, quelles sont les choses que tu as identifiées. Des fois, c'est juste des choses qui restent dans un coin de ta tête et qui sont en attente et qu'il fallait gérer. Et c'est un truc qui m'arrive moins souvent, que je fais moins souvent, puisque j'ai quand même une certaine distanciation maintenant. Et qui en fait me fait voir que l'improvisation, c'est pas quelque chose d'unilatéral. C'est quelque chose qui doit être global en fait. Et apprendre l'improvisation n'est pas quelque chose qui peut s'apprendre du jour au lendemain. Très clairement qu'il y aurait peut-être des exercices pour pouvoir le faire, mais réfléchir à la gymnastique et puis essayer de l'essentialiser, tout en sachant que même si y a des gens qui reprennent la même structure de jeu de rôle, le même type de TTRPG, à partir du moment où tu commences à jouer des choses variées et que tu n'es pas dans une expérience restreinte, ceux qui sont dans une expérience restreinte ne sont non pas à être jugés. Si tu considères que le TTRPG de type système des vins
est l'expérience que tu veux jouer du début à la fin, c'est pas un problème. Mais je pense que apprendre à improviser n'est pas unilatéral et l'erreur est de penser qu'on peut apprendre à improviser euh, uniquement uniquement avec une idée globale, en sachant que on a une expérience bien restreinte. Donc je dirais, si vous jouez au jeu de rôle, vous devez apprendre à improviser sur les fondements de ce que vous aimez déjà. Mais si vous êtes comme moi avec énormément de jeux différents, faites très très attention à la gymnastique de jeu, parce que l'expérience m'a montré que les gens appliquent des gymnastiques de jeu de rôle auxquels ils sont habitués en prétendant vouloir jouer des jeux nouveaux. Et ça fout toujours la merde. Voilà. Bien. Alors, le prochain, garder les combats engageants. Je crois que j'avais parlé il y a 2 vidéos de ça, d'une campagne que je voulais faire pour Brigandine, inspirée des tactiques ogres, avec une espèce de dark fantasy avec une dimension géopolitique. Et c'est ça qui m'a inspiré au début quand j'ai pensé à l'idée des combats engageants. Les combats engageants, ça veut dire pas mal de choses et pas certaines choses restreintes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut retenir des gens quand on leur parle en général. Alors c'est vrai que les générations deviennent de plus en plus jeunes concernant des gens qui pratiquent le jeu de rôle. Elles ont les mêmes éléments de pop culture. Elles sont baignées dans tous les tropes parce que la culture populaire aussi a tendance à manquer de diversité, ce qui est plutôt ironique au vu du contexte actuel. Et pour moi, garder les combats engageants, c'est pas des personnages qui font des actions légendaires seulement. Ce n'est pas non plus que les boss ont une seconde phase. Ça peut prendre de très très nombreuses formes. Alors, moi, je pense, c'est un truc que j'ai voulu faire dans le scénario que j'avais pour Brigandine. C'est rare que je m'inspire, enfin plutôt, c'est rare que je prenne directement une scène qui est présente dans un truc que j'ai déjà vu tel quel, mais j'ai trouvé que la tension narrative que ça amenait, on en a parlé précédemment, et aussi comment le combat ça rendait le combat engageant, m'a donné un très très bel exemple. Je vais vous résumer un petit peu le truc. Je voulais faire un one shot où en fait c'est un monde de fantasy, ce monde de fantasy à la japonaise de type dark fantasy, à la tactique ogre avec une grosse posture de géopolitique, où il y a de nombreux conflits qui existent évidemment, mais il y a un truc qui est en commun, c'est que les cultures, l'usage de la magie et les conflits perpétuels qui ont duré depuis déjà 2 siècles, en plus des petites intrigues de cours dans les différents territoires, font que la nourriture se fait rare. Et ils ont en tête de trouver une corne d'abondance, donc une corne qui génère de la nourriture en illimité, afin d'avoir le pouvoir d'assujettir les autres et que une faction, ce qui fait que chaque personne serait de maisonnées différentes, mais dans l'histoire que j'avais pensé, c'est que dans le one shot, les joueurs sont dans des mondes différents, en fait dans des fiefs différents, dans des duchés différents, dans des factions différentes, et ils se rassemblent pour trouver la corne d'abondance, même s'ils sont pas tout à fait sûrs qu'à la fin, ils finissent par faire front commun ou qu'il y a une réconciliation ou quoi que ce soit. Ça, c'est laissé à la liberté des joueurs. Et ce qui se passait, c'est que j'ai repris un élément que j'avais vu dans Tactic Ogre, que j'apprécie beaucoup, c'est Tactic Ogre Gate of Lodis sur GBA, où une petite fille que tu vois sa famille s'est fait massacrer au début dans les cinématiques, en fait dans les cinématiques qui racontent l'histoire, tu la croises au chapitre 2 adulte en tant qu'archer. Et moi j'avais envie de montrer que le combat était dur, non pas parce que les personnages sont forts, il y a des batailles rongées, il y a du sang partout, il y a potentiellement des soldats où tu sais que certains de tes soldats ont des envies innommables et que tu vas devoir gérer avec ça aussi. Parce que il ne s'agit pas non plus de réussir, c'est de réussir en portant les convictions de la bannière. C'était le but du one-shot que j'ai envie de préparer.
Quand on l'entend avec recul, on n'aurait pas dit un truc de one shot, on aurait plus dit un truc de courte campagne. Mais ce qui se passe, c'est que j'avais envie de reprendre cette scène et de faire en sorte que l'archère, en fait, elle est bel et bien présente au début. C'est elle la chef d'une petite rébellion, d'un petit État indépendant qui est dans sa dernière ville et qui est au sommet d'une maison en train de coordonner les autres. Elle peut se faire attaquer. Les gens peuvent avoir une bonne portée, elle a une bonne esquive malgré tout. Et le fait est que elle a perdu sa famille, elle a passé vraiment de très très sales moments tels qu'on peut le supposer, et elle a fini à s'ériger en étant une archère d'exception, en ayant en fait, en ayant aussi une volonté de résistance d'une guerre qu'elle exècre, où elle fait partie un peu du problème, mais doit essayer de repousser les autres, car ils savent et elle sait très bien qu'est-ce qui arrive aux vaincus. Et au fur et à mesure que tu la combats, le truc que je voudrais apprendre aux gens quand on dit garder les combats engageants, c'est que garder les combats engageants, ça ne veut pas dire les stats, ça ne veut pas dire les phases, ça ne veut pas dire les éléments de gameplay, ça veut aussi dire les enjeux. Le truc qui était intéressant, petit twist avec ce scénario, c'est que à aucun moment, et ça c'est typique, tu peux mettre ça dans l'ADN de n'importe quel jeu de rôle en campagne que je fais jouer, que ce soit dans de la fantasy futuriste, normale, que ce soit dans un truc contemporain. Oui, le combat est une issue possible, mais ce n'est pas le moyen de tout résoudre, ce n'est pas forcément la première méthode, ce n'est pas forcément la bonne méthode, et arriver à la conclusion du combat en étant vainqueur ne fait pas de toi le mec qui a réussi. Et c'est là où la subtilité commence, parce qu'au fur et à mesure du moment où tu t'approches de là où elle est, ou que tu arrives à la blesser, et surtout que tu ne prends pas la peine de discuter, tu prends pas la peine de discuter ou de t'avancer pour essayer de régler le conflit, comme le veut un peu les canons des jeux tactiques, ou encore une bonne histoire de roman avec de la dark fantasy, où les gens parlent à travers leurs armes aussi, ou à travers leur magie. Si les personnages s'approchent trop en étant extrêmement violents et qu'il finit par se repousser, elle finit par se suicider en se jetant du haut de la maison. Voilà. C'est très très sombre, hein, mais c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire par là? Le but n'est pas le but de cette scène-là, justement. Pourquoi elle est en deuxième scène, de la même manière où dans Tactic Ox, il est dans le deuxième chapitre. La raison pour laquelle j'ai décidé de poser ça là, c'est pour, en fait, que les joueurs puissent voir un peu ce qu'ils vont faire, en sachant qu'ils sont dans des mondes de Dark Fantasy, mais chaque faction dans laquelle ils sont, mais aussi chaque maison a des idéaux. Est-ce qu'ils vont réussir à le gérer ou pas? Est-ce qu'ils vont arriver à sortir aussi du schéma qui sont attendus de leur maisonnée? Comment les gens vont réagir? Le fait que le personnage se suicide montre que ils auront peut-être gagné la bataille, on va dire la bataille sur le plan martial, mais ils l'auraient perdu à un autre moment. Et c'est un moyen de rendre le combat engageant, puisque si cette issue-là finit comme ça, la manière dont ça va être perçu, la manière dont les choses ont été prises, va montrer pendant toute cette partie de l'acte toutes les conséquences possibles et comment les joueurs vont réagir à chacun des éléments. Et il y aura un rapport d'équilibre entre leurs hommes, leurs valeurs, ce qu'ils sont prêts à céder et ce qu'ils ne peuvent pas s'autoriser à céder. Et que chaque décision créera potentiellement peu à peu des ennemis, que tu prennes des bonnes ou des mauvaises décisions. Mais il y en a des très mauvaises qui peuvent te mener à perdre bien plus
et à céder bien plus. Garder un combat engageant, c'est pas seulement de la seconde phase, ce n'est pas des actions légendaires, ce n'est pas forcément plus de feats, ce n'est pas prendre un bestiaire et puis lui mettre une imagerie stylée. Garder le combat engageant, c'est aussi que les joueurs ne perdent pas de vue ce qu'ils sont en train de faire sur le long terme, mais comment ils vont y accéder à court terme. Voilà. Et on peut appliquer, évidemment, là je parle de personnages qui partent en tant que nobles ou en tant que personnes dignitaires ou en tant que chef de guerre, etc. Mais ils peuvent appliquer ça ça peut aussi s'appliquer à n'importe quel personnage. Énormément de personnes, quand ils jouent à du TTRPG ou veulent jouer du TTRPG, ils prétendent tout le temps vouloir jouer des héros. Arriveront-ils à un moment à représenter l'héroïsme qu'ils sont tout le temps en train de prôner, c'est-à-dire, je parle autant des joueurs que des personnages, la manière dont il répond peut donner, non pas autant jouer au personnage, l'impression d'avoir réussi leur échauffourée, mais peut aussi, de la même façon, leur donner le sentiment d'échec, en créant des personnages plus dramatiques, plus humains. Donc, c'était long, mais c'est une façon de montrer que garder le combat engageant, c'est une bonne chose. Ça dépendra, je vois que c'est comme la balance du roleplay, l'exploration de combat, ça dépendra toujours de ce qu'on attend à la table. Mais comme ce que j'attends à la table est quelque chose qui prend énormément de points pour le mettre à égale importance, garder le combat engageant est très lourd de sens en conséquence. Voilà. Ensuite, encourager le roleplaying. Alors, encourager le roleplay, c'est un bon conseil, cela va de soi. Mais il faut pas oublier que le roleplay, ça peut passer à parler à la troisième personne. C'est faire comprendre aussi que c'est ce que mon personnage ferait en sachant le canon narratif, le canon esthétique, le contexte de la table, le contexte du ton attendu de la campagne, ce qui est attendu que vous interprétiez au global. Donc, encourager le roleplay, c'est ça, c'est pas parler à la première personne, c'est pas vouloir faire le dramaturge tous les 4 matins. Vous voyez ce que je veux dire par là? Encourager le roleplay, ça peut prendre de nombreuses formes, il faut être très flexible là-dessus. Donc comme c'est assez flou, je l'ai mis en B, c'est un bon conseil, mais mettez l'emphase sur le fait qu'il y a plusieurs façons de faire du roleplay, et que le mec qui parle tout le temps à la première personne, en rentrant à fond dans le personnage, ou plutôt en le faisant de manière passionnée, et non pas le faire à fond, c'est deux choses différentes. Il ne sera pas forcément meilleur que le mec qui parle tout le temps à la troisième personne du singulier et qui arrive en fait à rythmer les actions, rythmer ce que fait son personnage. Voilà. Ensuite, rester focalisé sur la session. Alors c'est un conseil qui est important pour un jeune meneur de jeu. J'avais parlé du cadre, donc je ne vais pas m'étendre. Être capable de construire une session dans laquelle tu as un cadre, dans lequel tu ne dépasses pas une bonne chose, garder son attention sur la session est une bonne chose. Là, on est carrément dans un plein milieu, là. Et c'est normal que ça reste dans un plein milieu, ce conseil, puisque il y a aussi des moments où les personnages finissent par avoir un dialogue qui est très important pour leur évolution. Il y a des moments aussi où certains événements où on se fait happer par une conversation qui finit par être en dehors du cadre de la narration, c'est-à-dire que c'est une situation qui est arrivée à un personnage en particulier, mais qui est arrivé aussi à une personne dans le réel, et puis ça déborde sur une conversation qui peut durer une quarantaine de minutes. Encore une fois, tout ce qui est le rythme de la narration, c'est être capable aussi de remboîter rapidement dans l'histoire et ne pas sentir une espèce d'immense décalage qu'on aura du mal à surmonter ou avoir quelque chose à rattraper.
Un jeune meneur de jeu devrait être capable de pouvoir évoluer dans le cadre où il peut se permettre de s'exprimer ou que les autres puissent s'exprimer un minimum, mais rester focalisé sur la session. Mais par contre, sur le long terme, avec des gens avec qui tu t'entends, avec une certaine approche de ce que j'appelle l'identité de la table, non rester focalisé en disant c'est sérieux, on joue là. À un moment, c'est un truc qui finit par s'étioler si tu restes trop focalisé là-dessus. C'est un peu comme comme la corde d'un instrument. Si tu le mets trop dur, ça te fera mal au doigt et le son sera particulièrement dégueulasse. Si ça manque de lest, il aura du mal à produire la note exacte. C'est un mélange entre une souplesse et une tension. Et ça, c'est un truc qui doit toujours être gardé en tête pour le joueur. Parfois, quand les gens ne comprennent pas le caractère organique du jeu de rôle, vaut mieux lui expliquer avec cette métaphore de la corde de l'instrument, où ils doivent être dans un rapport où où il y a une tension, mais que cette tension n'est pas constante, et qu'elle est capable assez de lest pour pouvoir produire ce qu'elle a besoin de produire. Voilà. Ensuite, commencer petit. Ben là, on est dans la moyenne très très haute à partir de là. Commencer petit, il n'y a rien de mal. Moi, j'ai toujours commencé mes trucs, mes histoires, mes scénarios de manga ou mes trucs comme ça, avec une très très grande fresque d'univers. Et je tombais fatalement par le moment où je me disais l'histoire de qui j'ai envie de raconter. C'est pour ça que justement, il y a ce truc-là que j'avais expliqué il y a un moment déjà où je disais une des choses fortes qui fait que je choisis un protagoniste, que je choisis un personnage, que je choisis un personnage joueur, c'est dans l'univers, dans le monde, dans le contexte actuel, dans la géographie, pourquoi j'ai envie de raconter l'histoire de ce protagoniste. Ça, c'est un truc qui va bien quand on voit les choses en grand, et c'est pas mal de voir les choses en grand. Mais là, si on s'adresse à un jeune meneur de jeu, ou un meneur de jeu qui n'a pas une vision étendue des connaissances du livre, des règles, de l'univers qu'il va créer, parce que un univers peut être fourni, mais le non-respect des codes de l'univers peut être des fois des justifications des joueurs de quitter la table. Ils disent ouais, je voulais faire du Curse of Strahd, j'ai vu ça il y a quelques jours. Ah, j'ai voulu faire du Curse of Strahd. Des gens pensaient, le gars qui est venu à la table pensait qu'il voulait du Curse of Strahd et il s'est rendu compte que je suis un meneur de jeu qui débute. Il s'est tiré, il a déconnecté, il a quitté le groupe, il a bloqué. C'est un peu excessif le fait d'avoir bloqué, mais il a tout lâché parce qu'il a vu que c'était un groupe de débutants qui allait gérer Curse of Strahd, un setting qu'il appréciait beaucoup. Donc, des fois, le meneur de jeu sera amené à créer son propre univers. Il faut qu'il apprenne à encadrer les règles, être prêt pour les règles qu'il est prêt à être joué, la gestion de l'univers aussi, le traitement des personnages qui soient traités d'égale importance. Méfiez-vous aussi de ce point-là, il est très très important. Tous ces éléments-là, même le gars qui est en retrait, il faut quand même amener l'importance de ce dernier. Commencer petit est un bon conseil. Ensuite, le foreshadowing, je l'ai mis là. Mais je l'ai mis là, et surtout en B et pas plus haut, parce que le foreshadowing, c'est quelque chose qui arrive quoi qu'il arrive, surtout pour les gens qui font des univers qui sont assez vastes et de grandes campagnes, parce que il est important pour les joueurs qu'ils soient capables d'avoir un impact sur l'univers. Le foreshadowing, c'est montrer les prémices, c'est montrer que des actions ont des conséquences, mais surtout que les choses évoluent sans eux. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de rajouter plus d'éléments. Ensuite, utiliser les cliffhangers. Alors, les cliffhangers. Au début de ma tablée, je faisais énormément de cliffhangers. C'était dans la période où je matais énormément l'animé JoJo's Bizarre Adventure. Roundabout, les joueurs ont été énormément bassinés avec ça. Ils aimaient beaucoup, mais parce que j'arrivais toujours à trouver un petit truc. C'est très très rare que je finissais autrement. Mais quand je finissais autrement, c'était l'arc qui arrivait à la fin.
un événement majeur qui était arrivé, une musique qui avait du mal à être entendue. Des fois même, je faisais un ending fait d'une situation en me basant sur une musique que je connaissais très très bien sur le bout des doigts et que mon rythme de narration était celui de la musique. Moi, je me souviens d'avoir fait ça pour un personnage dont sa conscience était perdue très très loin et qui finissait par revenir. Et j'avais utilisé la chanson I See You de Mika et que ça a fonctionné très très bien, ça a beaucoup plu. Le cliffhanger, c'est pas nécessaire. C'est bien pour engager les joueurs, mais vous savez ce qui est plus important que le cliffhanger, c'est qu'au début de la prochaine session, on puisse rappeler aux joueurs ce qui s'est passé la dernière fois. Le cliffhanger, il a ce côté un peu putassier, ça me fait beaucoup penser à un épisode des 2 minutes du peuple, où on t'expliquait que le vendredi, l'épisode de vendredi, il y a un énorme cliffhanger, et quand tu retournes à lundi, toute la lente, toute la tension, tout le building s'effondre, pas parce qu'il y a un gap entre l'épisode du vendredi et l'épisode du lundi prochain, mais aussi que les gens devraient se souvenir de ce qui s'est passé. Et quand tu es dans une espèce de truc à la feu de l'amour, où c'est une campagne de longue haleine, le cliffhanger peut venir à perdre en pertinence entre 2 écarts de jeu. C'est pour ça que j'ai commencé à faire un truc, c'est quand je fais un cliffhanger, la prochaine session, il faut que les personnes se rappellent de ce qui s'est passé la dernière fois. Et c'est une gymnastique un peu compliquée parce que il faut pousser les joueurs à le faire qui n'attendent pas le moment où toi tu le fais. Alors là, je me cache pas du tout d'avoir fait ça. Les gens qui arrivaient à résumer les trucs point par point, ils étaient récompensés. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que comme ils étaient récompensés, d'autres personnes ont commencé aussi à mettre des éléments, des détails qui auraient pu être évités dans les résumés, mais qui aura quand même de l'importance, ce qui amènera justement à des foreshadowing, possiblement. Ça finissait par récompenser tout le monde et ça créait un cercle vertueux. Ça crée un cercle vertueux, mais qu'à la condition quand même, il faut le souligner, ça ne crée qu'un cercle vertueux, mais qu'à la condition que tout le monde soit engagé dans la campagne. Ce qui est un autre problème encore. Et puis le dernier point, utiliser les visuels et les aides et d'autres trucs. Sûrement des pense-bêtes ou des trucs. Alors, je l'ai mis là, mais j'y crois pas totalement non plus de l'avoir mis en plus important. Je pense que je l'ai mis au plus important en ne pensant pas à moi sur le plan personnel, mais à tout le monde. Pourquoi je n'utilise pas des aides visuelles, ou plutôt j'en utilise très très peu? Ce n'est pas une économie de moyens. Enfin, oui, c'est une économie de moyens, mais c'est pas parce que seulement pour un désir d'économie de moyens. C'est pas non plus à cause de la radinerie qui n'est jamais finie, c'est parce que je pense que les images sont signifiantes. Dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué que pour mon univers, quand j'ai fait ma session 0, je n'ai donné aucun support visuel. Parce que déjà, je n'en avais pas à disposition, je n'en avais pas fait. Mais surtout pour éviter que les gens se disent, il ressemble à ça, et par essentialisme, ils se disent, voilà l'élément qui a été utilisé. Si j'utilise une battle map, si j'utilise des pions ou des personnages, je prends toujours en considération qu'ils sont en fait dans le canon esthétique attendu du jeu que je vais faire jouer. Par exemple, si je joue à Blue Rose, s'il y a une cathédrale gothique, un peu comme le monde du genre dans l'univers de Diablo, je sais très bien que je peux utiliser ça, mais à la condition que la map se trouve dans le Principauté de Jarzon, où certaines illustrations montrent cette esthétique. Si on est à Aldis, dans le pays d'Aldis, la cité d'Aldis, dans le pays d'Aldis, je sais qu'on est dans un décor chatoyant, un peu méditerranéen, avec des toits de bâtiments colorés, avec de la pierre blanche. Si ce n'est pas présent sur la battle map, même pré-générée, même modulée ou quoi que ce soit,
je ne pourrais pas l'utiliser. Et il y a aussi énormément de jeux que j'ai qui font plus appel au théâtre de l'esprit plutôt qu'à une figuration. Je suis pas je suis pas contre le fait d'utiliser des images à condition qu'elles arrivent à véhiculer l'ambiance et l'esprit nécessaire pour pouvoir illustrer le jeu. Voilà. Et quant au Z, je dirais, c'est peut-être là où je peux facilement le mettre tout en haut de B, c'est parce que les petites Z, les tableaux aléatoires, les petits outils qu'on est prêt à utiliser pour pouvoir gérer les choses, quand tu en as très très peu, ça va. Quand tu en as beaucoup, tu peux t'y perdre. Autant j'entends que il y a des gens qui ont un peu pété les plombs quand ils s'insurgent que le meneur de jeu lise le livre des règles. Autant je comprends que ça peut faire perdre du temps, ça peut casser le rythme, et que les outils, à force de trop en avoir, ça peut poser problème. C'est pour ça que je suis pas contre, par exemple, un générateur de noms ou des tas d'éléments générés. Je crois que dans, par exemple, ma bibliothèque numérique, elle est sur un Dropbox sur mon portable. Ben, par exemple, je sais que si j'utilise mon PC, si je veux chercher un livre en particulier et l'avoir sous le coude, à part, je le mets sur le portable, je le pose là. Mais par exemple, si je sais que je veux des tableaux aléatoires, je peux utiliser par exemple le RPGS 2 sur certains éléments, ou il y a des gens sur Drive2, un groupe qui s'appelle Enid Games, des éditeurs tierces, qui t'ont proposé des tas de tables aléatoires. Je peux les emprunter à n'importe quel moment. Utiliser des aides visuelles, je pense que c'est très important pour véhiculer les choses et ne pas en avoir. Surtout, j'ai l'impression que les jeunes joueurs ont énormément de mal là-dessus. Cependant, pour pouvoir utiliser des petites aides de jeu, tant que ce n'est pas dans une grande quantité, et désolé d'avoir à dire ça, mais j'ai l'impression que de plus en plus, comme les joueurs ne préparent plus autant, les meneurs de jeu ne préparent plus autant, ils ont tendance à beaucoup s'appuyer sur ces outils, ce qui n'est pas forcément pour le meilleur. Bien, ben voilà, donc je pense qu'on a fini avec la partie B. Là, on va remonter par rapport à la partie A dans la prochaine vidéo. On va laisser macérer tout ça chez vous, voilà. Les jeunes meneurs de jeu ou les meneurs de jeu, évidemment, n'oubliez pas que on n'a pas tous ces trucs-là en tête, puisque c'est jamais qu'une tier list. On n'a jamais tous ces trucs-là en tête et on n'arrive pas toujours à tous les appliquer lors de chaque session. Donc inutile de trop vous prendre la tête là-dessus. Essayez juste de réfléchir à certains points. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou si vous pensez qu'il y a des éléments qui ont pu être stoppés ou si vous avez des objections, mais des objections très précises. Je serais ravi d'y répondre en commentaire ou dans une vidéo qui va venir conclure là-dessus. Il n'y a pas de souci. Je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous.